La vocation chez les soignants. Alors la vocation, ça je suis personne pour juger la vocation, mais en tout cas l'idée qu'on s'en fait et le sacerdoce qu'on s'en fait de tu es soignant par vocation, surcoté. Parce que en fait, il faut accepter que on peut devenir soignant pour des raisons financières et des raisons économiques, parce que c'est des études des fois qui sont courtes, bien sûr, de stabilité, d'implantation, je sais pas. Moi, là, sécurité d'emploi. Pour plein de choses. Moi là j'ai l'exemple de quelqu'un qui est coiffeuse, son mari a déménagé et en fait elle reprend une formation de soignante parce que il y a des postes vacants. Il n'y a pas de poste vacant en tant que coiffeuse et il y a des postes vacants en tant que soignante, donc elle a repris une formation pour ça. Et c'est ok. Et je pense qu'elle s'est pas levée un matin petite fille en disant je vais être infirmière, kiné, médecin. Voilà. Bienvenue dans Dopamine, le podcast qui accueille aussi bien des soignants que des soignés et toute personne qui gravite autour du monde du soin. Je m'appelle Jérémy, je suis infirmier anesthésiste et créateur de la chaîne de vulgarisation médicale Les Minutes de Jérémy. Je suis accompagné de Louis, qui est infirmier en réanimation et créateur de la chaîne de vulgarisation médicale Un homme en blanc. Et on est ravis d'accueillir Gary Lodren, infirmier anesthésiste, ingénieur pédagogique, directeur de recherche, formateur en simulation et en ludopédagogie, conteur, on n'a pas parlé. Il y a je ne sais pas combien de diplômes universitaires à son actif, et parce que ça ne suffisait pas, il est actuellement en master de psychologie. Mais Gary est aussi et avant tout un très bon ami, un mentor, mais également un membre de la famille de Louis, puisqu'il est le parrain de sa fille. Bienvenue Gary, bienvenue chez toi, puisque ton nom, la saison 1 de ce podcast, dans ton appartement. Merci pour cette introduction. Gary, on va commencer tout de suite. On va briser la glace. On va faire un petit échauffement. Les questions, ça va être des questions rapides, à laquelle tu as le droit de répondre que par vrai ou faux, oui ou non. Pas de détails pour l'instant, on rebondira un petit peu sur les réponses par la suite. Okay. C'est bon pour toi ? Beaucoup, je pense que c'est pour lui qu'il y en a le plus. Ça va aller vite, ça va débiter. Très vite, allez, c'est comme... Allez, vas-y. La mitraillette ? Non. On accorde trop d'importance au diplôme en France. Vrai. L'infirmier anesthésiste est toujours un infirmier ? Vrai. L'intelligence artificielle pourra bientôt remplacer les formateurs. Faux. La simulation en santé devrait être présente partout. Dans tous les établissements, dans tous les services. Vrai. Il ne faut pas de compétitivité dans les escape games. Faux. Le débriefing peut être fait par des personnes non formées. Faux. Faire de la simulation coûte cher. Faux. Faire des escape games coûte cher. Faux. Supprimer le facteur humain, c'est supprimer les accidents. Je réfléchis à la tournure. Faux. Y a pas un buzzer. Le qualitatif est supérieur au quantitatif en recherche. Faux. La santé mentale des soignants est prise en compte. Faux. Être soignant est une vocation. Faux. On est suffisamment bien payé en tant qu'IAD. Vrai. Tu as déjà fait des vacations dans le privé, en clinique, quand tu bossais dans le public? Vrai. Un infirmier peut débriefer un médecin en simulation. Vrai. La simulation haute fidélité est mieux que la simulation basse fidélité. Il faut un labo de simu pour faire de la simulation de qualité. Pardon. Toutes les formations de formateurs en simu ne se valent pas. Vrai. Le métier d'infirmier anesthésiste te manque. Vrai. Oh. Tu retourneras un jour dans le soin. Peut-être. Si tu devais choisir entre nous deux, J'avais pas vu T'as celle-là. pas vu la dernière question? Vas-y. Je comprends. Louis. Si tu devais choisir entre nous deux, tu choisirais Louis pour un projet. Il n'y a pas de fin. Bah, vrai ou faux? Ah, vrai. C'est d'affirmation. Bah vrai. Bah voilà. C'est une question à toi, ça. Entre nous deux. Ouais. Si tu devais recommencer ta vie professionnelle à zéro, tu ferais les choses autrement. Ah oui, vrai. Ok, on en reparlera. Ok, je pense qu'il y a eu beaucoup d'infos, beaucoup de choses déjà sur lesquelles... Est-ce que tu as envie de... Franchement, moi j'attaquerai direct les sujets parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels on va rebondir à partir de ces questions-là parce que effectivement il y a eu des... Et donc, dont je te parlais tout à l'heure, pour choisir les questions auxquelles tu vas avoir droit, je t'invite à tourner la roue, juste appuyer une fois pour savoir un petit peu ce qui t'attend. Spin that wheel et tu tombes sur la mer. La mer. Oui. Je te laisse poser le sujet. Bien évidemment.
c'est une question qui est très précise. Donc toi, tu travailles beaucoup dans le milieu de la recherche. Ça fait déjà quelques années que tu as des affinités avec le domaine de la recherche en santé, ou pas en santé d'ailleurs. Une question qu'on se posait avec Jérémy, c'est est-ce que tu deviens souvent ami avec tes sujets d'études ? Assez rarement. Explique le contexte aussi. Oui, le contexte pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est que les deux énergumènes que vous avez en face de vous, à la base, j'étais pas destiné à être copain avec eux. C'est que je faisais une recherche sur les communautés apprenantes sur les réseaux sociaux, et c'était les deux infirmiers, en tout cas, c'était deux infirmiers parmi un panel d'infirmiers qui avaient le plus de communautés et qui faisaient de la pédagogie, pour faire simple. Et du coup, j'aurais posé des questions totalement lambda de recherche qualitative, et en fait, je me suis pris d'affection pour eux. On a été des rats de laboratoire pour Gary en premier lieu. On n'a pas été ni plus ni moins que ça. Et puis il a réitéré après. Hein. Oui, parce qu'on a été plusieurs fois à tes sujets d'études, finalement. C'est des cobayes. Et voilà. Et c'est pas fini. C'est pas fini, je sais. On parle de ce sujet d'études. Tiens, au fait, ça te dirait de visiter une salle de simulation ? Parce que tu m'avais envoyé un... Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est vrai. À la toute base, c'était sur les réseaux. Et d'ailleurs, c'est via ton prisme qu'on s'est rencontrés aussi avec Louis. On s'était déjà rencontrés avant, peut-être. On avait même fait une vidéo chez toi. Oui, on avait déjà fait une vidéo. Je connaissais pas son prénom à ce moment-là. Je l'avais accueilli en mode hey, c'est un homme en blanc. C'est quoi ton prénom ? Et après, mais on était déjà en contact tous les trois. Et effectivement, c'était... oui, tu nous as étudié à la base. Ça, c'est une petite question facile pour commencer. On va rentrer dans le... On va rentrer en plus. C'était vraiment le seul sujet qui était rapide à traiter. On est parti sur la balance. La balance, c'est un jeu qui ressemble un petit peu à l'échauffement. Je sais que t'aimes bien le petit côté balance. Ouais, en fait, d'ailleurs, alors le nom de cette activité vient de toi. On a réfléchi, qu'on réfléchissait à quel émoticône on mettait, et qu'on s'est dit on allait faire cette activité, on s'est dit putain, il faut mettre une balance pour gars. C'est mon côté balance. Voilà. Cette phrase qu'on a... En fait, tu nous inspires dans tous les sujets de notre vie. Ouais. Enfin, de nos vies. Et donc, en fait, le principe, ça va être de la même manière que pour l'échauffement, une rafale de questions. Sauf que cette fois-ci, on va partir sur du surcoté ou sous-coté. Ah, c'est bien ça. Et avec, en plus, tu auras le droit de pondérer ton propos. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu étais vrai ou faux et on passe à la suite. Là, si tu veux rajouter quelque chose ou éventuellement, si on a une question entre deux... Ok. Je peux commencer parce que je vais tomber sur le troisième. La simulation. Surcoté. Pourquoi ? Pour le coup, ça... déjà, avant, pourquoi ? La simulation, globalement, pour présenter pour les personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est... C'est une méthode pédagogique qui est hyper répandue, qui est devenue une norme. Et pourquoi j'ai dit norme dans la santé, ou pour vraiment finir, où on s'exerce plus comme... je sais pas vous, mais moi, à mon époque, ça fait un peu vieux sage. À mon époque, moi, la première ponction veineuse que j'ai faite, ou la première perfusion, bien évidemment ratée, c'était sur un patient vivant, avec de la conscience et de la douleur. Donc, ce qui est en fait, ce qui paraissait normal il y a à mon époque, l'est plus maintenant. Et moi, ça me semble impensable d'essayer un nouveau geste sur quelqu'un de vivant. Donc la simulation, c'est vraiment, c'est ça en fait. C'est le projet jamais la première fois sur un patient. Exactement, c'est exactement cette phrase-là. Ouais. C'est exactement cette phrase-là. Maintenant qui est développée partout, à tous les niveaux de formation, ça c'est une très bonne chose. Et pourquoi j'ai répondu surcoté ? C'est parce qu'en fait on essaye de faire rentrer la simulation comme étant la solution miracle à tout. Et ce n'est pas la solution miracle à tout. C'est pour ça que j'ai dit surcoté. C'est un outil pédagogique parmi tant d'autres, mais c'est juste que c'est l'outil de référence dans les écrits pédagogiques. Oui, mais pour certaines choses, il y a des choses où la simulation n'est pas c'est pas le meilleur outil. Je prends toujours l'exemple de la voiture. La simulation, c'est une Ferrari ou une Rolls-Royce. Je suis pas très calé en voiture, mais en tout cas, c'est une voiture assez puissante et assez de luxe. Si tu as envie de faire des petits trajets de ville, je suis pas sûr que ta belle voiture, ce soit le véhicule adapté. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit surcoté. Typiquement, ce qu'on a fait, parce qu'on a fait la simulation ensemble il y a pas si longtemps que ça, et pour la communication, il y a mieux qu'une application sur un iPad pour faire travailler la communication. Et c'est pas de la simu. Du coup. Ah non, c'est une des méthodes de simu, mais pas comme on l'entend, comme le grand public l'entend et les pédagogues l'entendent. Mais c'est parce que je pense aussi que ça vient du fait que la simu, avant d'arriver dans la santé, ça a été
historiquement dans l'aviation et dans l'aérospatiale, et que pour eux, ils n'ont pas d'autres méthodes de pédagogie. Donc on a essayé de caler ça en se disant c'est la seule et unique... Alors pour être tout à fait exact, c'est d'abord la guerre, puis la... Oui, c'est vrai, j'ai chanté une étape. C'est mon petit côté balance. Ouais, c'est ça. Juste pour être clair sur un dernier sujet, je connais déjà la réponse. C'est pas que ta réponse. La simulation, souvent on entend parler de ça sur mannequin, au-dessus d'égalité ou pas. On a bien compris que c'était pas forcément que ça. On t'explique un cas, tu viens faire ton soin sur un mannequin. C'est de la simulation? Si je m'arrête à ça. Tu vois, j'ai envie de répondre aussi. Tu vois, si la réponse elle est pas fluide, c'est que... c'est que c'est long. Bah oui, non, mais oui, c'est pour ça que Non, mais oui, exactement. Je souffre. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais? Non, vas-y. Non, mais c'est à toi de poser la question. Non, mais j'allais dire c'est procédural, donc c'est un geste technique, quoi. C'est comme quand tu t'entraînes sur un mannequin. Le procédural, ça peut être de la simulation, mais... C'est de la répétition. Il n'y a pas que ça, il y a le débriefing aussi, quand même. Ah oui, il y a plein de choses. Hein. J'ai fait exprès de le chanter dans ma définition. C'est pour ça que j'ai soufflé. Je savais ce qui me manquait. C'est la différence entre le drill et la simu, quoi. La réalité virtuelle comme outil d'apprentissage. Surcoté aussi. Mais pour les mêmes raisons. C'est parce que en fait, c'est très utile pour des choses précises pour le coup, mais ou de la formation de masse sur la réalité virtuelle. Par exemple, j'y pense sur une formation sur l'hygiène hospitalière, c'est très bien. Tu laisses les casques à disposition. Si l'environnement immersif est bien monté, si les objectifs pédagogiques sont bien posés, c'est très bien. Tu le laisses dans les postes de soins. Toute l'équipe peut se former à sa manière. C'est des formations qui doivent être courtes. Moi, dernièrement, j'ai vu des formations sur casque à 3 heures. C'est un peu long. Ouais. Voilà. Et pareil, c'est apprendre un peu comme on voit dans les séries. Là, je prends un cœur, je le tourne, j'arrive à faire mon anastomose. Ouais, c'est un peu de la science-fiction. Oui. Ok, très bien. Surcoté dans ce sens-là. Hein, oui, il y a un petit effet de mode aussi. Oui, il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode. Harry Potter? Surcoté. Ok, on s'attendra pas là-dessus. La vocation chez les soignants? Alors la vocation, ça je suis personne pour juger la vocation, mais en tout cas l'idée qu'on s'en fait et le sacerdoce qu'on s'en fait de tu es soignant par vocation, surcoté. Okay. Parce que en fait il faut accepter que on peut devenir soignant pour des raisons financières et des raisons économiques, parce que c'est des études des fois qui sont courtes, bien sûr, de stabilité, d'implantation, je sais pas. Moi, là, sécurité d'emploi. Pour plein de choses. Moi, là, j'ai l'exemple de quelqu'un qui est coiffeuse. Son mari a déménagé et en fait, elle reprend une formation de soignante parce que il y a des postes vacants. Il n'y a pas de poste vacant en tant que coiffeuse et il y a des postes vacants en tant que soignante. Donc, elle a repris une formation pour ça. Et c'est OK. Et je pense qu'elle ne s'est pas levée un matin, petite fille, en disant je vais être infirmière, kiné, médecin. Voilà. Travailler au SMUR. Ouais, c'est dur parce qu'il n'y a pas de contexte, mais... Le fait de travailler au SMUR, de faire du SMUR. Donc du service mobile d'urgence et de réanimation. Surcoté. Encore une fois, c'est fantasmé. C'est un service parmi un autre. C'est un service parmi tant d'autres. On est d'accord. Les facteurs humains. Sous-coté dans leur utilisation, surcoté dans la hype et dans pareil que la simu, la réalité virtuelle, c'est la nouvelle chose à la mode qui est le messie qui va régler tous les problèmes de l'hôpital. C'est quoi le facteur humain pour les facteurs humains et organisationnels, pour le coup, c'est important d'avoir ce côté organisationnel. C'est tout ce qui va... tout ce qui est intrinsèque aux personnes, aux organisations et qui va... concourir un peu à la gestion hospitalière et la gestion des erreurs, la gestion des groupes, voilà. Grosso modo, j'ai fait vraiment quelque chose... Les efforts pour tenir une sleeve. Totalement sous-coté. Qu'on développera ça, on s'en garde un peu sous le coude pour après. La communication dans l'urgence. J'ai envie de dire comme le facteur humain, sous-coté dans l'utilisation générale dans la population soignante globale, surcoté dans la hype. Les sujets de mémoire, etc. Exactement. Okay. La recherche paramédicale. Extrêmement sous-coté.
Ok, on aura l'occasion d'en discuter. Le fait de travailler en périphérie, c'est-à-dire pas à Paris, périphérie, province. Ah, sous-côté. Pourquoi? Bon, parce que... Enfin, je mettrais Paris et je mettrais les CHU, globalement. C'est pareil, comme pour les gros chus, tu veux dire Lyon, Grenoble, Rennes, voilà, Ah, comme bien. ça fait... On a parlé des gros chus. C'est... Non, mais les hôpitaux périphériques sont extrêmement sous-cotés. Parce qu'il y a cette aura de centre universitaire Oui, et en oui. plus l'aura parisien. Oui. La santé mentale des soignants. Ça commence à devenir à l'équilibre, mais c'est quand même sous-coté. Ok. Là, tu dirais pas, c'est marrant, je t'attendais presque à que tu te dises sous-coté dans l'utilisation et sur-coté en termes de tout le monde utilise la santé mentale pour faire du business en fait maintenant. Enfin, t'en Il y a parlais beaucoup de comme ça, coachs. hein. Et De nouveaux coachs dans tous oui, les et puis il y a sens. beaucoup de... Ouais. Bah là, je réponds à ta place, du coup, vraiment, mais je te transmets mon idée, tu me dis ce que t'en penses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui essaient de combler quelque chose. Genre, c'est comme si tu comblais une plaie avec quelque chose pour la camoufler. Mais quoi. comme tout, en fait, il y a des vrais problèmes de fond, il y a des vrais problèmes systémiques, et il va y avoir un génie, entre guillemets, hein, c'est presque péjoratif ce que je dis, qui va avoir la bonne idée ou le dernier truc à la mode ou voilà, c'est ça. ou la dernière recommandation internationale qu'il a vue au congrès de je ne sais où. Ça va devenir une hype et en fait on va pas traiter les problèmes systémiques. Donc ça revient au même. Oui, on aurait pu dire exactement la même chose que pour la réalité virtuelle, la simulation des facteurs C'est humains. pour ça que ça me... Oui. Je me suis... Tu as bien fait. Les débriefings en service, ce qui est CREX, comité de retour d'expérience. Sous-côté. Mais en fait, c'est même- T'as un manque de contexte, mais je sais. Non, c'est même pas le contexte, c'est même pas les mots, c'est mal fait, quoi. Donc, sous-côté. C'est de la merde. C'est pas le podcast. Non, c'est mal fait, pas vous, On mais avait compris. les crex, quoi. Et petit dernier, le café au travail. Sur-côté. Ok, on te laisse reprendre l'iPad. Pas pour, commencer à bâcher le café. Mais c'est une erreur, ça. Ton erreur. La montagne. Enfin, le sapin. L'arbre. Ok. Attends, vas-y, je te laisse faire le temps de... Du coup, on en a déjà un peu parlé. Tu es du coup coordinateur de recherche paramédicale. On a déjà mentionné le fait que tu es infirmier anesthésiste, tu as été EduxP, tu es ingénieur pédagogique. Étudiant éducateur spécialisé, attention, j'ai pas le diplôme. Oui. J'ai pas le titre. Bah, je ne savais pas, j'apprends des choses sur toi. Tu es actuellement en master de psychologie. Oui. Pourquoi ce parcours et est-ce que tu peux aussi reprendre un petit peu pourquoi les différentes étapes et pourquoi ces différentes étapes? Ok. Alors, mon parcours initial, on va pas pour le baccalauréat. Bon, Félicitations. Brevet peut-être. Merci. Brevet. Certificat d'études. On n'a pas le droit de faire des. J'ai très envie de lever mes majeurs. Du coup, moi, j'ai fait de la biologie à l'université. Donc, de la biologie Quand t'étais jeune. Quand c'était jeune. Moléculaire et cellulaire et moléculaire. Et je m'orientais, moi, plutôt sur une carrière professorale. Voilà. Donc ça, j'ai presque fini les 5 ans. Et parallèlement, comme beaucoup d'étudiants, j'avais un job étudiant et j'ai fait comme beaucoup d'étudiants le BAFA et où je travaillais avec un public en situation de handicap. C'est important de le préciser maintenant, vous allez voir pour la suite des choses. Et donc en fait, quand je savais que moi je voulais être prof et plutôt prof pour les enfants en situation de handicap. Et en fait, l'année où moi j'arrive à l'UFM, qui s'appelle plus du tout l'UFM maintenant, ça a changé 3 fois de nom. Ouais. Donc l'école des profs, grosso modo. En fait, le programme, alors c'était pas en discole, mais c'était quelque chose d'équivalent, ferme. Donc en fait, moi, j'avais aucune envie de faire un doctorat, j'avais aucune envie d'être prof d'SVT, c'était de sciences naturelles. J'avais pas du tout envie de ça, mais j'avais vraiment envie de travailler avec le public handicapé. Du coup, j'ai passé les concours d'éducateurs spécialisés que j'ai eus, et parallèlement, j'ai passé les concours d'infirmiers, auxquels je ne me suis pas présenté parce que du coup, j'avais eu EduxP. Tu t'es pas présenté à un concours? C'est rigolo. J'étais un rebelle. Ah oui. Et une place de gagner pour les autres. Exactement. Non, mais c'est rigolo qu'on pense à la suite, mais oui. Ok. Et donc, je rentre à l'école d'éducateurs spécialisés et vraiment dans les je veux pas citer le nom de l'école, hein, ça n'a aucun intérêt. Peut-être, je sais pas, dans les 3 semaines, je me rends compte que les cours, j'aime pas ce que je fais. Vraiment.
j'aime pas ce que je fais, et que l'image qu'on projette, je sais que je serai un éducateur spécialisé en carton. Ok. Je le sais. En tout cas, je le sens. Je vais quand même en stage. Et franchement, je remercie mon lieu de stage parce que vraiment, j'étais hyper bien accueilli, hyper bien traité. Et heureusement, et parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'est pas du tout ce que j'avais fantasmé. Ok. Pourtant, j'étais avec un public en situation de handicap. Enfin voilà, tout ce que j'avais projeté, presque fantasmé, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Sauf que là, le temps tourne. J'ai pas envie de reprendre des études purement universitaires parce qu'à l'époque, les études d'infirmier n'étaient pas universitaires. Moi, je viens d'une famille à grande consonance soignante, donc je vais à l'IFSI. Ok. Voilà. Et à l'IFSI, je rentre à l'IFSI en disant, de toute façon, je ferai de la psychiatrie. Voilà. Si, c'est très rigolo quand on connaît la suite. Et donc, je fais les 3 ans d'IFSI, 3 ans, les 36 mois, parce que voilà, moi, je suis de l'ancienne génération. Et en fait, je finis pas du tout en psychiatrie. J'ai même pas de stage en circuit fermé, enfin en service fermé, circuit fermé. N'importe quoi. Ça, c'est le respirateur. Ça. Exactement. C'est pas une joke d'anesthésie. J'ai un stage en CMP et un stage en HAD, en psychiatrie. Donc en fait, j'ai pas du tout... Centre médico-psychologique. Centre médico-psychologique, exactement. Et hospitalisation à domicile en psychiatrie. Donc j'ai pas du tout de vision de la psychiatrie... ni de la pédopsychiatrie, ni de la psychiatrie adulte en milieu fermé. Et donc, en fait, je vais en réanimation parce que j'ai eu des stages aux urgences, en salle de surveillance post-interventionnelle et en réanimation. Donc, en fait, j'ai un parcours qui est totalement décorrélé de ce que j'avais prévu. Je vais en réanimation et ensuite, j'ai le parcours extrêmement classique, et je suis désolé pour les infirmiers anesthésistes qui vont nous écouter ou nous regarder, j'ai le parcours lambda de l'IAD lambda. Donc de l'infirmier anesthésiste lambda. Donc j'ai fait des soins critiques. T'as passé le concours. J'ai passé le concours, j'ai été à l'école, je suis sorti de l'école, enfin sorti de l'école d'infirmier anesthésiste, et j'ai eu 2 postes qui sont quasiment équivalents, qui sont moitié bloc opératoire, moitié SMUR, donc service mobile d'urgence et de réanimation. Un dans un centre typiquement adulte, l'autre dans un centre typiquement pédiatrique. Donc voilà. Très bien. Et après, parce que là, du coup, Et après, entre les deux, parce que entre les deux, j'ai eu une petite expérience dans l'industrie qui était charmante. J'ai bien aimé ce que j'ai fait. L'industrie ou l'expérience qui était charmante? Non, les deux. Non, c'était vraiment bien. Mais en fait, le Covid est arrivé. Donc du coup, moi, je suis retourné en service de soins et je me dis, c'est quand même dommage. J'ai pas fait de pédiatrie. Je m'étais juré de faire de la pédiatrie. L'industrie m'attendra. Je pense qu'il faut... Je savais que j'étais déjà sur une presque page tournante parce que j'ai fait d'autres choses entre temps. Hein. Là, je vous ai juste parlé de mes postes officiels, mais j'avais déjà fait beaucoup de formations, beaucoup de recherches, ce genre de choses. Et j'avais envie de pas regretter, entre guillemets, l'expérience pédiatrique. Donc, en fait, je suis retourné en pédiatrie. Et donc, à la fin de mon cycle d'infirmier anesthésiste, j'ai eu une expérience qui a été... je me suis dit, bon, vu que je fais beaucoup de pédagogie, je vais faire vraiment de la pédagogie, parce qu'entre-temps, j'avais eu mon master de pédago, d'ingénierie pédagogique. 2 années supplémentaires qui te donnent un master 2. Une seule année. Oui, parce que tu avais validé ton M1. Enfin, j'avais validé mon M1 par acquis, par validation d'acquis et d'expérience au vu des nombreuses heures que j'avais faites en tant que formateur, voilà. Donc je vais dans un institut de formation en soins infirmiers. C'est pas ça. Encore une fois, c'est pas ça. Ça me déplaît pour plein de raisons que je garderai. Donc tu tentes de faire, qu'on me mette un nom là-dessus, c'est tu étais coordinateur pédagogique dans une école exactement. Multiple, avec pas qu'un IFSI. Non, il y avait plusieurs fonctions. Voilà, expérience. Ça te déplaît? Ça me déplaît pour plusieurs raisons. Parce que je suis assez loin de l'opérationnel que j'aime au final. Voilà, les relations sont pas au beau fixe avec ma hiérarchie. Les relations avec mes collègues, elles sont très fluctuantes en fonction de avec qui j'interagis, et surtout en fait le plus gros de mon travail devait être sur de la simulation, et on connaît tous la lenteur des appels à projets et des financements, et en fait ce qu'on m'avait promis, mais pas comme une promesse vain, en fait ce que tout le monde pensait qui allait être un centre de simulation 6 mois après, mais en fait, on m'annonce que ça serait minimum 2 ans et demi, voire 3 ans après. Oui, donc en fait, je suis en train de vivoter et de faire des tâches qui me plaisent pas, en fait. Voilà. Donc je décide de partir.
de reprendre des vacations en tant qu'infirmier anesthésiste parce que j'aime ça. Continuer tes vacations en tant qu'infirmier anesthésiste. J'en ai pas fait beaucoup, on pourrait revenir sur ça. Parce que je vois que tu me cherches sur ce sujet, j'en ai pas fait beaucoup. Voilà. Et en fait, j'ai une opportunité d'aller faire de la recherche. Voilà, en tout cas, de coordonner les équipes de recherche. Et là, pour le coup, mot que j'ai pas prévu. Bah, bingo. Révélation. Ok. Révélation, c'est tout ce que j'aime en termes d'autonomie, c'est tout ce que j'aime en termes de relations humaines avec les gens, c'est tout ce que j'aime en termes de collègues. J'ai un binôme. Et ça me suffit amplement. C'est elle, parce que c'est une femme. Elle me suffit. Amplement. Elle me comble de bonheur. Voilà. Non, mais voilà, elle a, enfin, je parle d'elle parce que. Bon, on la connaît, on sait très oui, bien vous la connaissez, donc, elle a Ouais. tout ce qui me manquait chez certains de mes collègues. Elle percute vite, elle est intelligente, elle voit loin, on parle le même langage. J'ai pas besoin de prendre des métaphores pour qu'elle comprenne. Voilà, et on a vraiment, on a une bonne cohésion. Donc voilà. Mais entre-temps, avant d'avoir ce poste-là, t'avais déjà repris d'autres études aussi, parce que là... Oui, on a parlé que des postes, hein. Mais là, il y a quand même quelque chose qui va arriver cette année dans ta vie qui va être très important. Oui. En fait, le Covid et certaines relations qui sont toxiques, on peut dire la vérité sur ce... C'est pour ça que t'es là. Voilà, les relations que j'ai vues toxiques au sein... En fait, le fait de partir, vraiment de faire de l'industrie, j'ai vu d'autres choses. En fait, moi, j'ai été biberonné soignant, en fait. Donc, j'ai connu en tant qu'expérience que les services de l'hôpital, même si je faisais des formations, les gens que je formais ou les gens qui me formaient, c'était que des soignants. En fait, je vais dans le monde... Alors déjà, le master, ça m'avait montré d'autres personnes. J'avais vu... il y a d'autres futurs possibles. Bon. Donc déjà, ça avait cheminé. Et là, le fait d'aller dans l'industrie, j'ai vu d'autres modes de fonctionnement, avec des relations plus directes, avec des hiérarchies moins toxiques, avec des gens qui sont pas sur les mêmes cadres académiques, mais qui arrivent à se parler, et que, par exemple, la personne qui répare on va dire un pouce-seringue, même si j'ai pas travaillé pour les pouces-seringues, et en fait, en réunion, elle a autant de poids que le directeur des ventes. Voilà, je sais pas si si vous arrivez à vous projeter de... Voilà. Et en fait, le Covid arrive, je retourne dans cette ambiance-là que j'ai quittée. Je me dis, non, c'est pas possible. C'est malsain. Il y a quelque chose de malsain. Il y a quelque chose, et on parlait des problèmes systémiques. Et je me dis, au fait, si c'était presque ça, le problème systémique, et si c'était la culture du soin, qui était, la culture soignante, entre guillemets, pas les soignants eux-mêmes, mais la façon dont on... À tout niveau, tu parles ? Médicaux, paramédicaux je sais pas, parce que c'est comme tout, c'est quand t'as pas la connaissance du problème, c'est l'incompétent inconscient. Enfin voilà, quand tu sais pas que ça va pas, tu peux pas dire que ça va pas. Et en fait, moi, j'ai eu cette espèce de... Attention, ça fait un peu Joe, je me la raconte, mais comme j'ai eu cette prise de recul et je suis sorti du truc, je me suis dit, ah oui, ça va, ça. Voilà, donc en fait, j'ai repris des études de psycho en me disant, je vais voir les relations de groupe. En fait, il y a un truc dans les relations humaines à l'intérieur de l'hôpital. Il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui va pas. Pourquoi l'infirmière, je dis infirmière parce que c'est souvent genre féminin, mais pourquoi l'infirmière, elle se plaint que le médecin lui parle hyper mal et en fait, elle parle de la même manière à son aide-soignante. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui est illogique. Donc voilà, j'ai repris mes études de psycho depuis le départ. Et là, donc, j'ai mis 3 ans à avoir la licence, comme toute licence. Et là, je rentre en master de psychologie sociale. Donc toi, quand tu te poses une question sur ce que tu veux en service, tu fais un master. Non. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Mais en fait, j'avais pas de réponse. Et la santé, il y a un côté très hautain dans la santé. Il y a que les soignants qui peuvent parler aux soignants. Il y a que voilà, il y a un côté très clos en fait. Ah bah oui. Il y a un côté vase clos. Ouais, puis ajouter au côté dont tu parlais tout à l'heure, le sacerdoce. Il y a le petit côté, la souffrance fait partie du métier. Enfin, oui, c'est ça. Ok, on intègre que la souffrance fait partie du métier. Ouais, c'est dur, mais j'ai signé pour ça. Bah non, en fait. Ouais, ça fait vraiment. Mais en fait, il y a d'autres. Chemin de croix, quoi. Oui, mais il y a d'autres organisations possibles. Moi, la phrase qui me tue, c'est non, mais ça a toujours été comme ça, tu sais. Oui, si on raisonnait comme ça, la Terre, elle serait plate, en fait. Ouais. Et il y a un peu la complainte aussi. Il y a aussi, je pense, ce truc très centré soignant en pensant qu'on a la pire condition du monde alors que il y a pire. Et ne serait-ce que entre les services, tu vois, quand j'entends, et j'ai revu un pote il y a pas longtemps qui a bossé avec moi en réaped.
en réanimation pédiatrique, c'est le pire service et tout à côté nous paraît plus simple. Et on entend des personnes du coup qui se disent à une X charge de travail, ils sont il y a vraiment aussi cette complainte dans l'hôpital, je pense. Beaucoup. Mais oui. Et moi, ça m'a d'autant fait plus tilt que avec le Covid, j'ai fait quand même plusieurs endroits, plusieurs services. Et en fait, il y a des services qui étaient horribles. En dehors du Covid, c'était horrible. Il y a des services qui étaient horribles en termes de ergonomie, juste ergonomie de travail. Ça, ouais. Mais quand tu étais avec la bonne équipe, c'était le feu. Et à l'inverse, tu avais des services flambant neufs, avec les dialyses connectées de derrière. Enfin, tu vois, vraiment, elles étaient connectées. Donc, tu étais dans le poste de soins, tu voyais la dialyse qui tournait avec le respirateur interconnecté, donc des trucs à la Star Wars. Mais quand t'avais pas la bonne équipe, c'était un enfer, un calvaire. C'est intéressant. T'as la réponse parce que moi, je l'ai vraiment observé, encore plus en pédiatrie, en travaillant avec des équipes où on était très minoritaire en tant que mec. Donc, je trouve qu'on a un peu ce recul de se dire, de regarder comment ça se passe et de voir comment ça évolue. Et de voir que une personne est vraiment, et tu sais de quelle personne je parle, une personne, de par sa présence et ses ondes négatives, était capable de métamorphoser une équipe entière. On était des équipes de 10, 12, et quand elle était de garde, cette personne-là, ça pouvait te changer une ambiance du tout au tout. On était sur une série de 3 gardes, les 2 gardes c'était sans elle, la 3e garde, elle plombait l'équipe par sa présence et son côté négatif. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Non, mais en fait, on n'en parle pas assez. Et en fait, je pense qu'il n'y a personne de légitime pour en parler. Tout à l'heure, on parlait du facteur humain. Bah, désolé, il y a assez peu de paramédicaux qui s'emparent du sujet du facteur humain. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que par problème de légitimité ou est-ce que par surtrustage, par le fait que les médecins s'en emparent beaucoup, lisent beaucoup. Il y a une culture recherche aussi sur parce que c'est des sciences humaines, c'est beaucoup de psychologie sociale. D'ailleurs, le facteur humain, pourquoi je dis surcoté ? On appelle ça facteur humain, alors que dans toutes les autres disciplines, et notamment la mienne qui est la psychologie sociale, on appelle ça psychologie sociale. Voilà. Pourquoi inventer un nouveau mot pour un concept qui existe ? Je laisse ça en suspens. Mais c'est tout ça. C'est tout ce mélange-là qui m'a fait dire ok, j'ai été soignant, j'ai adoré mon métier, j'en parle même au passé, hein, j'ai adoré ce que j'ai fait, je pense que je l'ai fait de façon consciencieuse et plutôt honnête, mais je pense en fait il faut... Voilà, je pense que ma nouvelle place c'est d'être psychologue social pour justement analyser toutes les choses et trouver des solutions. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent s'entendre dire... Mireille, parce que t'adores ce mot Mireille, désolé pour toutes les Mireilles qui vont nous écouter, Mireille, ton comportement là, par des faits objectifs, parce que la psychologie c'est quand même objectif, surtout parce que moi je suis une psychologie qui est plutôt très scientifique, très expérimentale, ton comportement objectivé est nocif pour des choses objectivables. Ok, voilà. Justement, tu parles de solutions, parce que c'est bien d'analyser, c'est bien de mettre en lumière, ok, il y a un problème, voilà comment il arrive, voilà pourquoi. Est-ce que franchement il y a des solutions derrière ? Parce que lui dire ça, Mireille, enfin on l'a déjà tous essayé, hein, je veux dire... Et pas forcément avec... Oui, il y a des solutions, parce qu'en fait, heureusement, on se rend compte que... on connaît, hein, on nous a demandé souvent de... C'est pour ça que tout à l'heure tu me disais les hôpitaux périphériques. Moi, les hôpitaux... je fais une micro-digression. Quand je suis arrivé d'un hôpital périphérique à la grande institution qui est la PHP, je suis arrivé... Et moi, dans l'hôpital périphérique, en fait, on avait des attaches membres pour les patients en réanimation, pour pas qu'ils enlèvent le matériel qui leur support ventilatoire qui leur permet de survivre. Et donc en fait, quand le patient sortait de la réanimation, on reprenait ces attaches membres et en fait on les désinfectait et on les remettait, on les faisait sécher, on les remettait en service, comme les gens feraient leur linge classiquement à la maison. Et donc il y avait ça, et moi je n'avais pas les petits bouchons pour les seringues. Donc en fait on remettait nos aiguilles, ce qui est formellement interdit normalement. Voilà. Je suis arrivé à la PHP, moi j'ai pas eu de transition. Je suis arrivé, donc premier patient sort, donc déjà je vois ces petits bouchons. Avant le patient sort, je dis à quoi ça sert ? Je dis tu me regardes de haut, qu'est-ce qu'il veut le pecno ? C'est des bouchons quoi. Et pareil, en fait à un moment je prépare un bain je fais la même. De désinfection. Je fais la même. Et on me dit mais qu'est-ce que tu fais ? Et je dis je désinfecte des trucs. On me dit mais attends, viens voir. On m'emmène dans la réserve. En fait il y a l'opulence de matériel. C'est ça. Et on jette. Tout ça pour dire qu'en fait on se rend compte que la qualité, ça coûte cher. Donc
comme à l'hôpital périphérique où en fait on récupère et on fait ce qu'on peut parce qu'on n'a pas le budget. Mais en fait là les gens se rendent compte que la non-qualité ça coûte plus cher que ce que coûte la qualité. Et donc en fait oui les solutions pour Mireille elles vont exister. Parce qu'en fait les agissements de Mireille, on se rend compte notamment avec les études en psycho que par exemple si là j'ai une dispute avec Louis, l'ensemble des acteurs de cette pièce va être impacté par cette dispute, même s'ils n'en sont pas du tout les auteurs. Enfin, voilà, même si Louis, je sais pas, si on se dispute sur tu m'as pas rendu mes clés ou t'as laissé ta tasse dans l'évier, enfin peu importe, et ben on sait que ça va baisser la performance des gens qui ont entendu cette dispute. On le sait, ça a été montré, ça a été objectivé. Et donc en fait là, les pouvoirs publics et les administrations, elles se saisissent de ces problématiques-là. Donc parce que la qualité, ça coûte super cher. Voilà. Ok, c'est une très belle. Je pense pas que tu pouvais faire mieux. Moi, sur ce sujet, j'ai une dernière question parce qu'on a d'autres trucs sur l'iPad de dispo. Je me pose la question, je te pose la question à toi parce qu'on me l'a posée à moi et que j'ai pas trop su y répondre. Et Louis marche dans tes traces aussi comme moi parce qu'on est tous les deux, sans doute, on va tous les deux passer le master d'ingénierie en pédagogie très certainement. J'ai eu beau faire IAD, je suis pas complètement sûr que je reprendrai pas d'autres études après. Est-ce que tu es convaincu qu'une fois psychologue, tu seras satisfait? Ou est-ce que tu te chercheras encore? Est-ce que tu peux être satisfait? Ou est-ce que tu as trop besoin de changer et d'évoluer? Alors, le problème, je me suis posé cette question. Le problème, c'est encore une fois, c'est dans l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est une des premières questions que vous m'avez posées. Est-ce que le diplôme, ça fait tout? Malheureusement, on est dans une, et la santé en fait partie. Si t'as pas le bon diplôme, t'as pas le droit de citer, t'as pas le droit de parler. Les études de psycho, je les ai aussi reprises parce que quand j'ai écrit sur les communautés apprenantes, on m'a dit monsieur, c'est bien beau votre petit master de sciences de l'éducation, mais vous n'êtes pas psychologue, donc en fait vous n'avez pas sujet à parler. Ok, bon, je les ai un peu reprises par défi aussi. Et donc en fait en santé, quand t'as pas le bon diplôme ou quand t'as pas le diplôme tout court, t'as pas le droit de citer. Et en fait on a tous connu des gens qui sont diplômés et malheureusement qui sont pas bons. Et à partir du moment où t'as ton diplôme, t'as le droit de tout faire. Et t'es inarrêtable. C'est ce que j'ai dit, ça. Grosso modo. Donc tout ça pour dire que, en fait, je pense que là, en tant que psychologue, j'aurais, social, surtout, je tiens à préciser la spécialité. Donc c'est psychologue des groupes et des interactions et tout ça. Je pense que oui, j'aurais une grande part de satisfaction. Mais en fait, comme c'est des sciences humaines, ça bouge tout le temps. Et en fait, la mouvance fera que j'avancerai en même temps. Donc, je pense que ça va me canaliser. Donc, tu penses que tu t'arrives à ton objectif final, au final, mais qui n'était pas ton objectif du départ? Non, qui n'était pas mon objectif de départ, parce que, soit parce que sans du tout... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont conscients des problèmes systémiques de la santé, hein. Mais parce que personne n'avait un peu mis le doigt dessus, c'est parce qu'il y a des gens qui ont exploré le facteur humain aussi. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de hype et de sous-cotage. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont exploré le facteur humain que je m'y suis intéressé. Je me suis dit, en fait, il y a peut-être une des pistes de réponse, que c'est pas la seule. Une des pistes de réponse, elle est là. Voilà. Pourtant, t'as répondu tout à l'heure à ce dernier truc sur ce sujet-là. T'as dit que tu ferais les choses différemment si tu devais refaire ton parcours. Pourquoi, du coup? En fait, je suis pas persuadé. Après, on sait jamais. C'est pareil, hein, c'est un biais, hein, c'est le biais historique. Hein. Je suis pas persuadé. Alors, c'est pas parce que j'ai pas l'impression d'avoir perdu du temps. En fait, on parle souvent de. Enfin, moi, maintenant, j'ai eu beaucoup aussi de mal à me dire, à me sentir légitime. Maintenant, j'estime que le diplôme, ça me fait pas mal de légitimité pour le nombre de personnes qui sont qui étaient de très bons infirmiers, par exemple, et qui sont devenus des cadres plutôt médiocres. Non, mais tu changes pas, en fait, ta personnalité, elle change pas intrinsèquement. C'est que la fonction n'est pas faite pour toi. Donc maintenant, je me dis que le diplôme ne fait pas tout. Et la légitimité, c'est aussi toi qui la montres avec ce que tu fais. Bien sûr. Donc c'est en ça que je ferai les choses différemment. Peut-être qu'il y a des diplômes que je ne passerai pas. Peut-être qu'il y a des choses que je ferai plus vite. Je suis pas certain de faire IAD, vraiment. Alors j'adorais, hein. Mais c'est pas le souci. Enfin, là, vu que là, vraiment, la recherche à les sciences humaines et surtout le combo des deux, ça me fait vibrer comme j'ai rarement vibré. Ouais, mais est-ce que tu aurais pu en arriver là sans passer par le parcours IAD? Parce que le truc, c'est ça. Personne ne peut savoir. Voilà. C'est encore une fois, c'est
Là, c'est comme ceux qui refont l'histoire. Ah, mais moi, les nanana, révisionnistes. genre, ouais, c'est ça, j'aurais refait différemment. Bah, je sais pas, en fait. Je sais pas. Mais probablement que la psycho, moi, ça me trottait dans la tête, mais avec toute la légende. Moi, je connaissais pas la psychologie sociale, par exemple. Pour moi, le psychologue, c'était le divan ou les TCC. Voilà. Les thérapies comportementales. On en a parlé dans un autre épisode. Très bien. On rend spin that wheel là. Oui. On rêvait sur la montagne. Putain, vraiment, ça sera la toute dernière. De meilleur pour la fin. Ouais. Tu veux introduire le sujet peut-être? Ou tu veux que je l'introduise, le sujet? Tout à l'heure, parmi toutes les questions qu'on t'a posées, sur notamment le vrai faux, tu nous as dit que sous-côté, c'était un parcours particulièrement difficile, la sleeve. Toi, t'es passé par là. Alors déjà, c'est quoi une sleeve? Alors la sleeve, c'est une opération chirurgicale qui consiste à réduire une bonne partie de l'estomac dans les cas d'obésité morbide pour perdre du poids. Et donc là, je vais faire le beauf de base. Donc c'est la solution de facilité. Absolument. Bah non, en fait... Non, c'est pas facile. Oui, les gens peuvent penser que c'est facile parce que tu te fais endormir, tu te fais découper un morceau d'estomac, tu peux plus manger donc tu maigris. Alors déjà, avant d'arriver à cette conclusion qui est tirée par les cheveux, il y a un parcours qui est extrêmement long. Parle un peu de ton parcours parce que c'est intéressant. Alors, question toute bête, tu pesais combien avant? Parce que là aujourd'hui, on te voit tel qu'on est. Nous, on t'a connu. Oui. En situation d'obésité. Alors ça va être une réponse qui va peut-être frustrer les gens parce qu'en fait, je peux pas savoir jusqu'à combien je suis monté. Le poids que je vais vous donner, c'est le poids auquel je me suis pesé avant d'aller voir le chirurgien. Enfin, d'abord la diététicienne puis le chirurgien. Donc t'avais déjà commencé à... J'avais déjà commencé à perdre un peu, mais à des poids aussi extrêmes, 3 kilos, en fait, on les perd relativement vite. Donc, je dis relativement vite. Hein, je dis pas que c'est simple. Mais les variations de poids sont rapides parce que il y a un surplus. Le maximum pesé, c'était 147 kilos et quelques centaines de grammes, mais je l'avais, je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais pendant un moment, mais je l'ai plus. Et voilà, j'ai pesé 147 et je me suis fait opérer à 143 kilos. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à cette démarche? Comme tu disais, il y a tout un parcours. Enfin, tu peux pas te pointer dans une clinique d'un coup et dire je veux faire une sleeve. C'est impossible. Non, c'est impossible. Il y a un parcours de minimum 1 an avec différents professionnels de santé. Alors il y a des fois il y a des cliniques. Alors moi je suis passé par la clinique, mais l'hôpital public propose aussi ce genre de parcours et c'est pas plus ou moins long, hein. C'est voilà, moi la clinique, j'y suis allé pour des raisons plutôt personnelles. Il y a des cliniques qui vous proposent le parcours de soins en 3 jours. On se fait hospitaliser pendant 3 jours et on voit les différents professionnels, mais ça n'enlève en rien le délai incompressible qui est de 6 mois minimum, je crois, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 1 an. Moi ça a duré 1 an parce que j'ai vu les professionnels en libéral, donc je les ai vus progressivement. Donc tu vas voir donc déjà il faut prendre la décision de commencer un parcours. Le premier professionnel que tu vas voir, c'est le chirurgien. Et en fait, t'as l'impression que c'est lui qui commande, alors que pas du tout. Le chirurgien, moi, il m'a présenté. J'ai été voir plusieurs chirurgiens, des gens avec qui j'avais travaillé en vacation, d'autres qu'on m'avait conseillé, et j'ai choisi. Du coup, déjà, il y a une partie qui est particulière pour un soignant parce que je passe de soignant à patient. Donc, j'ai pas choisi les gens que je connaissais, avec qui j'avais travaillé, parce que autant je les aimais bien. Et désolé s'ils écoutent le podcast ou s'ils le voient. Autant en tant que chirurgien, et quand j'étais lauréate, le feeling passait. Autant j'ai pas du tout aimé le feeling en tant que patient. Et ça, je m'étais promis de garder mon feeling. C'était quoi le décrochage entre les deux? Et en fait, je pense à un chirurgien en particulier qui m'a dit on fera la sleeve. Alors qu'il y avait à l'époque, je suis pas spécialiste de la chirurgie bariatrique, je suis désolé si je dis des choses qui sont plus dans les recommandations. À l'époque où moi je l'ai faite, donc en 2021,
il y avait 3 solutions qui étaient proposées, la sleeve, le bypass et l'anneau gastrique. En tout cas, les chirurgiens se devaient te présenter les 3 solutions. Et il y en a qu'un qui m'a présenté toutes les solutions. Il m'a dit qu'on ferait le parcours et qu'on déciderait de la meilleure solution en fonction du parcours. C'est avec lui que t'as été. Et c'est avec lui que j'ai été. Voilà. Donc c'est le premier que tu vois, et ensuite tu vois différents professionnels. Donc j'ai vu un gastro-entérologue avec une fibroscopie gastrique, donc une première anesthésie générale. Donc j'ai vu un anesthésiste, j'ai vu un endocrinologue, j'ai vu un ORL, j'ai vu un dentiste, ce qui est assez rare de voir les dentistes, pour voir si j'avais pas de problème de mastication. J'avais pas de problème à la mâchoire pour mastiquer. L'ORL, c'est pour voir si j'avais pas d'apnée du sommeil. Donc j'ai fait une polysomnographie. Ah oui, je me rappelle de ça. Vous étiez ensemble quand on a fait le facecam, le FaceTime. Exact. J'ai vu l'endocrinologue pour voir si j'avais pas de problème endocrinien, si l'obésité venait pas de là. Et bien évidemment, les 2 professionnels les plus importantes que j'ai pu voir, c'est la psychologue, qu'on voit plusieurs fois, et la diététicienne, qu'on voit plusieurs fois, qui peuvent être un psychologue et un diététicien, bien évidemment, mais moi, dans mon cas, c'était des femmes, que tu vois plusieurs fois, et c'est elle qui donne le go, ou le no-go. Ok. Voilà. Déjà, oui, avant de dire la solution de facilité, il y a tout un test avant, pendant 1 an, où ils vont essayer de voir si, avant de passer à la chirurgie, il n'y a pas d'autres solutions. Voilà. C'est exactement ça. Et il y a une perte de poids à avoir aussi. Tu te fais pas opérer, enfin si t'arrives à 147, tu te fais pas opérer. En tout cas pour mon cas et de ce que j'en ai compris, tu te faisais pas opérer à 149 ou à 150. Il fallait être capable, et ça c'est la diététicienne qui te faisait le test, en l'espace de 1 mois ou 2 mois, de perdre du poids. Donc ça voulait dire que tu étais capable de suivre les règles hygiéno-diététiques. Et moi j'ai eu un suivi qui était vraiment très bien. Et il faut savoir que les suivis de sleeve, alors encore une fois c'était valable en 2021, je ne sais pas aujourd'hui, mais en tout cas après le suivi diète, tu vois une fois la diète, une fois que t'es opéré, et c'est plus obligatoire de les voir. Et pareil pour la psy. Ah ouais, ouais, tout à fait. Alors qu'on sait très bien, on en parlera après, mais l'alimentation elle change totalement quand on est sleeve. Ah bah oui. Et il faut voir et puis il y a le sport, un truc qu'on voit pas. Moi je pense qu'il faudrait un APA ou quelque chose, il faudrait quelqu'un qui t'accompagne dans le processus de physique. De remusculation, etc. De remusculation, de posture, parce que en fait, moi j'ai eu beaucoup de troubles de l'équilibre. Post-sleeve, mais parce qu'en fait j'avais mon schéma corporel qui est intrinsèquement lié à mon psychisme. En fait, j'ai quand même perdu la moitié de mon poids. C'est ouf de se représenter. Et tu changes tes repères. Donc moi je pense qu'il faudra un APA. Donc moi j'ai quand même continué le suivi. Un APA, un enseignement d'activité physique adaptée. Donc c'est quelqu'un qui fait la réadaptation par le sport. Oui, par le sport. Pour résumer. Dont c'est le métier d'accompagner les gens à la rééducation sportive. Réadaptation. Attention, on va se mettre les kinés à dos. Pardon, désolé les kinés. Moi, j'ai continué ce suivi-là, mais c'était sur mon propre chef et sur mes deniers personnels surtout. J'ai pu faire ce suivi-là parce que c'est horrible de le dire, mais parce que j'avais les moyens de le faire et que j'étais professionnel de santé, notamment infirmier anesthésiste dans un gros service de chirurgie digestive où je voyais les reprises de bypass et de sleeve qui n'avaient pas marché. Donc en fait, moi, je savais déjà quels étaient les échecs. C'est important que tu parles d'échecs parce que, encore une fois, pour les personnes qui pensent que c'est une solution miracle, etc., il y a beaucoup, enfin il y a une part, j'ai pas la proportion, mais il y a part des d'échecs qui, malgré, et c'est quoi du coup l'échec? Qu'est-ce qu'on appelle l'échec Encore une fois, moi c'est ce que je vais voir avec ma représentation. Attention, là c'est le patient qui va parler, pas le soignant. Moi de ce que j'ai pu voir, parce qu'au final les rendez-vous on les prend à peu près au même endroit, on est plusieurs à se faire opérer au même moment. Soit tu as des complications chirurgicales qui sont inhérentes à la technique, donc des fistules, ce genre de choses. Donc c'est pas des échecs, c'est des complications. Et il y a des échecs. Moi, une des premières questions que la psychologue m'a posée, c'est si je vous dis, est-ce que vous pourrez mixer un Big Mac? Dans ma tête, je me dis, mais elle me prend pour un imbécile. Je sais qu'il y en a qui le... Et en fait, parce qu'il y a des gens qui le font. Et moi, un des premiers souvenirs de sleeve que j'avais, et j'étais pas en situation d'obésité, j'étais infirmier en réanimation dans un hôpital périphérique, donc ça date de au moins 2011. Au moins. C'était une dame qui avait fait un bypass ou une sleeve, enfin peu importe. Et en fait, elle a cassé ses sutures sur une sleeve qui était fraîche de quelques jours. En mangeant un barbecue, ils ont retrouvé des morceaux de saucisses entières. Donc moi déjà j'avais cette représentation-là que c'était possible, les échecs.
C'est fou, parce que quand on voit ce que tu mangeais, toi, après, t'avais mangé un bout de pain, c'était le bout du monde, quoi. On peut parler, donc t'as vu ton opération, on va reprendre pour les personnes qui connaissent pas l'opération de la sleeve aussi, parce que t'as déjà parlé du mixé un peu. Donc tu te fais opérer de la sleeve, t'as une hospitalisation qui est quand même de plusieurs jours. Hein. 2-3 jours. 2-3 jours. Et après, c'est quoi justement une fois que t'as eu ta sleeve? Parce que donc, c'est pas ta sleeve qui va te faire perdre du poids du jour au lendemain. Le retour à la maison et l'arrêt maladie qui est bien trop court. C'est combien de temps Un mois. Un mois, ouais. Sachant que moi, après, j'ai repris mon poste d'infirmier anesthésiste sans aucun aménagement. Et en fait, j'aurais pas dû reprendre tout de suite avec le recul, mais peu importe. Et donc, en fait, tu as 15 jours de mixé, donc l'équivalent d'un pot de yaourt, où en fait, tu mixes ta nourriture. Et ben, je peux vous dire que si vous aimez, je sais pas, la blanquette de veau, la blanquette de veau en morceaux, c'est très bon. Mixé, c'est infâme. Il faut savoir que le goût des aliments change avec la texture mixée. Et donc, du coup, le fait de manger mixé, t'as perdu l'appétit? Non, l'appétit, tu l'as plus. En fait, moi, on m'a coupé 17 cm d'estomac, par exemple. Okay. Quand j'ai lu la fiche récapitulative. Et ensuite, cette phase mixée, en fait, t'es écœuré de tout. Tu peux pas manger et boire pendant. Moi, j'ai pas pu faire ça. Même maintenant, je suis très limité, sachant que ça fait presque 4 ans maintenant. Tu peux pas manger et boire presque pendant 2 ans. Le fait de boire, ça remplit l'estomac. Et après, tu passes à la texture hachée. Donc là, c'est un peu plus agréable pendant aussi 15 jours. Et ensuite, après, tu réintroduis les petits morceaux, mais tu manges quasiment rien. Et par contre, tu fractionnes tes repas, c'est ça que tu disais? C'est que tu fais plus tes 3 repas par jour, t'en fais plus? Alors maintenant, j'espère que mon chirurgien ne m'écoute pas, je refais mes 3 repas par jour avec une petite collation si j'ai besoin. Parce que maintenant, c'est revenu à... Mon estomac, il a pas repris du tout sa place initiale, mais tu... Parce que là, tu ne devrais pas reprendre 3 repas. On dit qu'il faudrait prendre une collation, mais en fait, moi, j'ai peu faim, donc je prends mes repas. Puis, voilà, vous êtes dans le soin vous aussi. C'est pourquoi je vous dis, moi, j'avais pas d'aménagement au bloc opératoire. C'était hyper dur de fractionner mes repas. Et comme je vous disais, il fallait que je choisisse entre boire et manger. Et en fait, au bloc opératoire, il y a la ventilation. Ouais. Et la ventilation, en fait, ça te déshydrate. Donc en fait, je buvais, mais j'avais pas faim. C'est pour ça que t'as perdu du poids hyper rapidement. Et à un moment, j'avais plus d'énergie parce que je mangeais pas. Et puis le bloc, c'est froid. Le bloc, c'est froid. Ça consomme beaucoup de calories. Oui, et puis il y a tout le côté social parce que maintenant, tu manges doucement. C'est parce que c'est un geyser. Le risque de vomissement, il est majeur tout le temps. Et ça, en fait, on te le dit peu, ou voire pas. Et donc, en fait, si tu manges ta cuillère de yaourt un peu trop rapidement après celle que tu viens de prendre, en fait, tu vomis tout. Et comme les gens voient des micro-portions, ils disent « Ah, mais qu'est-ce que t'as ? Ah, mais t'as pas faim ?» Donc voilà, il y a tout ce côté social qui est hyper pénible. Et le côté social qui est... C'est pour ça que je te disais, quand on me dit c'est dur de tenir une sleeve dans la durée. Pour moi, c'était pas dur les règles hygiéno-diététiques, mais c'était vraiment tout le côté social. Tu vas au resto, en fait, il y a un moment où il faut être aussi apte à se dire « Je vais au resto et je vais perdre 3/4 de ma nourriture. Parce que je vais pas pouvoir finir mes assiettes. Les gens veulent pas te faire de menu enfant. Parce qu'en fait, l'idéal, c'est le menu enfant, en vrai. Les gens veulent pas les restaurateurs veulent pas te le faire parce que t'es un adulte. Voilà. Okay. Ouais, donc il y a plein de barrières. Après, en fait, et ça, tu l'avais anticipé un petit peu ou ça, tu l'as découvert? Pas du tout, je l'ai subi. Ouais. Je l'ai subi. Et puis voilà, après, toutes les sleeves sont différentes, tous les parcours de sleeves sont différents. Puis même quand t'as des événements sociaux avec des gens qui veulent bien faire, il y a quand même une opulence de nourriture. Donc ça te rappelle un truc un peu malsain à la nourriture, quoi. Tout à l'heure, tu parlais des 3 méthodes. Pourquoi avoir choisi la sleeve, du coup? C'est pas moi qui choisis ce choix. C'est sûr, finalement. Et pourquoi? Tu t'as dit? Non, en tout cas, moi, je savais que même si bien sûr, j'ai mon mot à dire, hein, moi, je voulais pas de bypass, parce que c'est une technique de malabsorption, comme ça qu'elle porte son nom, donc malabsorption, voilà. Et voilà, avec la sleeve, moi, pareil, avec la sleeve, il y a toujours les gens, t'as pas de carence? Bah non, en fait, j'ai pas de carence. Et voilà, c'est... Et les questions, au bout d'un moment, tu perds patience et t'as envie de les... moi, les questions, elles continuent encore là. C'est chiant, quoi. Bienvenue sur le podcast. Tu nous en veux pas de... Non, mais pas vous. Mais là, mais c'est vrai, là on parle, là, on discute et je pense que les gens vont avoir l'autre side de la sleeve. Mais ouais, et puis c'est ce que je vous ai dit dernièrement. En fait, même, il y a les réflexions et les questions. Quand les gens apprennent que j'étais en situation d'obésité, je l'aurais pas dit.
Mais c'est tellement vexant, et en fait je comprends tellement d'autres, enfin attention, l'obésité c'est pas une minorité, mais je comprends tellement d'autres patients ou tellement d'autres personnes quand on dirait pas. C'est le principe. Puis quand bien même en fait. Tu vois. Ouais, c'est ça le. Ouais. Ou ça va, mais tu finis pas, t'as peur de grossir, t'as de la marge. Bah non, en fait, pas de marge. C'est ça, ça, tu me l'as déjà dit une fois. Ça, je crois que je te l'ai déjà dit. Et suite à une de mes réflexions, mais je t'ai déjà entendu dire cette phrase parce que. Bah non, en fait, j'ai pas de marge. Ouais. Si je m'arrête de manger, c'est parce que je ne peux plus. Ouais. Et c'est pas parce que j'ai peur de grossir. Ouais. C'est que je ne peux plus. Et quand bien même. Je trouve que c'est la même pression sociale que cette. Comment elle s'appelle, la Salomé qui a dit à un humoriste. Oui. Qui a dit vous êtes pas fun, vous avez arrêté de boire. C'est exactement. Elle lui a dit mais en fait comment elle lui a dit ça? Artus, elle lui a dit mais Artus qui parle d'un problème d'anxiété, il a soigné son anxiété avec l'alcool, ce qu'il en fait il est devenu plus ou moins alcoolique. Et là, ça y est, j'arrive enfin à gérer mon anxiété et mon alcool. Elle lui répond quoi? Ah ok, vous êtes devenu chiant. Ouais. Et il a répondu mais je vous emmerde. Ah oui, il a bien fait. Parce qu'en fait, c'est exactement. Tu vois, la première polie, je vois pas pourquoi, sous prétexte que je bois pas d'alcool, je suis chiant. Ouais. Et après, je vous emmerde. Cette banalisation et ce même truc, c'est le même ange, je trouve, de ce truc. Ah oui, mais t'as plusieurs trucs, hein. Entre le ça se voit pas, t'as de la marge. Ça fait beaucoup de gâchis quand même. Bah là, moi, dernièrement, à une de mes collègues, je lui ai dit, écoute, désolé, hein. Je dis, moi, t'as pas fait d'études de psychologue. Alors moi j'en ai fait et je suis pas du tout spécialiste dans les troubles alimentaires ou ce genre de choses, hein. Donc moi je me permets même pas de dire ce genre de choses. Je dis en fait tu regardes toujours mon plateau, mais j'ai dit mais regarde tout ce que tu jettes toi. C'est du gâchis ou t'as pas envie de prendre de poids? Et je dis t'es mal à l'aise là, hein. Je dis c'est exactement la même chose que tu me fais tous les midis. T'es mal à l'aise, ouais. Mais en fait, ça me fait pas plaisir de jeter mes concombres. C'est qu'en fait, sur l'instant, j'ai faim et que les portions, elles sont prédestinées comme elles sont prédestinées et qu'en fait, j'aimerais bien manger que des concombres et être au top de ma protéinémie. Non, mais en fait, je dois manger des protéines. Donc en fait, je suis obligé de prendre une ration de protéines et en fait, il faut que je tienne toute la journée. Donc je suis obligé de prendre des féculents. Et en fait, je ne contrôle pas les rations de l'hôpital. Et donc du coup, mais déjà, t'as ce réflexe maintenant que t'avais peut-être pas au début de justement pas finir tes concombres pour te garder de la place pour tes protéines et tes bien évidemment. Féculents. Et donc en fait, tout ça m'amène à dire que en fait, toute ma vie, je serais obèse. Parce que ça, c'est une réflexion. Mais toute ma vie, je serais obèse parce qu'en fait, t'es toujours obligé de te justifier. Et comme Artus le dit ou Jérémy Ferrat dit, toute ma vie je serai alcoolique. Ah bah oui, mais toute ta vie, mais toute ma vie je serai obèse. Ouais. Et ça, je vous l'avais dit avant ce Artus Gate. Et en fait, toute ma vie je serai obèse. En fait, je serai jamais tranquille. Et d'un côté, c'est un côté très négatif, mais d'un côté, c'est un côté très positif. Du coup, je garde les règles d'hygiéno-diététique parce que maintenant, je pourrais me dire, voilà, j'ai perdu la moitié de mon poids. Effectivement, j'ai de la marge. Faut savoir que toutes les sleeves, on reprend un peu de poids. Vous m'avez connu un poids encore plus bas. Là, j'ai repris quelques kilos, mais parce qu'en fait, la phase est tellement descendante que voilà, j'ai repris quelques kilos parce que j'ai repris de la force, j'ai repris de la masse. Parce qu'en fait, on perd en masse. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est qu'on perd oui, il faut trop muscler derrière. Ouais, t'as même plus l'énergie de pouvoir justement faire plus que le strict minimum de ta journée. Tu peux pas. Et même pour la prise de masse musculaire, vu que du coup, tu dois être limité en apport. Tu peux pas manger plus de protéines que ce que tu dois. Ça doit être plus compliqué. J'ai perdu de la force, hein, clairement. Ouais. Plus l'âge avançant. La dernière, en fait, on a demandé à des personnes qu'on trouvait importantes, notamment importantes pour toi, de nous faire un petit mot. Bravo. Nous disons un petit peu, quand vous pensez à Gary, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit? Et on a eu une première lettre. On a eu un premier courrier. Je te dis pas encore de qui ça vient. Je vais essayer de la lire sans bafouiller. Je trouve ça très... Très très chouette. Très, très dur à lire. Gary, en étant enfant, était calme, curieux, et il fallait tout lui expliquer. Sa question favorite, c'était « Pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ?» Devenu grand, Gary, c'est toujours le même. Toujours gentil, calme, serviable et aimant. Il est volontaire, et vu toutes les études qu'il a menées à bien, je suis fier de mon petit-fils. Je lui souhaite le meilleur pour sa vie future, car il mérite, pour sa gentillesse, pour son courage, sa mamie. Toi aussi t'es enrhumé, et je te la laisse bien évidemment. Donc merci beaucoup à ta grand-mère et à ta maman d'avoir joué le jeu. En plus elles n'ont pas eu beaucoup de temps. Mais on s'était dit que c'était... Pour toi c'est des personnes importantes.
La vague impression, en tout cas. Attends, On en reparle à 5 minutes. L'impression. On dirait les journalistes au carnassier. Alors oui, bah, oui, ça va être compliqué de parler, hein. Mais je pense que la réaction émotionnelle, elle montre l'attachement que je peux avoir. Bravo. J'espère que vous avez bien galéré avec le son. T'inquiète, on laissera tout. Oui, mais c'est vraiment, c'est attaché, c'est un faible mot, hein. C'est d'ailleurs, vous me connaissez bien et vous savez qui je désigne par le mot mes parents. Mes parents, c'est ma mère et ma grand-mère. Voilà, parce que j'ai un schéma familial qui est ce qu'il est. Et ouais, non, c'est hyper important pour moi. C'est un socle. C'est sur. c'est un point d'ancrage. Ouais, je me repose sur ça. C'est voilà, tout ce que je fais, je me dis toujours, est-ce qu'elles vont être fières, est-ce qu'elles vont être contentes, est-ce que je vais pas les décevoir, est-ce que je vais pas leur faire honte. Enfin voilà, c'est plein de choses qui se mélangent. Alors comme parce que je pourrais faire n'importe quoi, elle aurait jamais honte. Je pourrais être artiste de cirque, qu'elle serait fière. Voilà. Il n'y a pas de honte à être artiste de cirque, attention, hein, mais voilà. Peu importe ce que tu fais, elles seront fières de toi et c'est Oui. ça le truc le plus beau. Et c'est beau de voir que t'as des modèles aussi, parce que je pense que tu es un modèle pour beaucoup de personnes, et de voir qui sont tes modèles, c'est... Ah oui, moi c'est mes modèles, c'est même pas des modèles, jamais je pourrais les égaler. C'est pas fini. On enfonce le clou ? Allez. Alors ça c'est une lettre écrite par je ne sais pas qui, on va te la lire, tu reconnaîtras au fur et à mesure. Cher Gary, tu ne connais pas encore là où les personnes qui sont derrière cette lettre, mais nul doute que tu pourras rapidement les identifier. On est plus de 8 milliards d'humains sur Terre, presque 70 millions rien qu'en France, mais au cours de notre vie on rencontre des milliers de personnes dont on oublie bien souvent l'existence. Toi, Gary Laudren, on n'a pas encore dit ton nom de famille jusqu'à là, je pense qu'il n'y a personne qui peut t'oublier une fois qu'elle a discuté ne serait-ce qu'une heure avec toi. Parce qu'en une heure de temps, bien que ce soit la première heure que tu passes avec la personne, tu auras déjà réussi à cerner sa personnalité. T'as littéralement un don pour ressentir les émotions des autres, leur potentiel, leurs points forts, leurs faiblesses, leurs vices et leur loyauté. Et ce don vient directement de la sensibilité et de ton ouverture vers les autres. Tu connais l'humain plus que l'humanité ne se connaîtra jamais elle-même. Dans ta vie, t'as été plusieurs fois trahi, plusieurs fois rabaissé, écrasé. Et pourtant, rien ne parviendra jamais à t'écœurer de l'humanité. Tu accorderas toujours ta confiance en étant simplement beaucoup plus sélect qu'auparavant. Tu vois toujours le bien là où il est, tout en étant totalement lucide sur l'obscurité dont peut faire preuve l'humanité. Nous faisons partie des personnes à qui tu as choisi d'ouvrir ton cœur, que tu as choisi d'accompagner, de guider, de protéger, d'élever. Tu as parfois été dur, tranchant, impatient, exigeant, mais quand on te connaît, on comprend que c'est simplement parce que tu avais déjà tout compris au moment où on commençait seulement à entrevoir le chemin. Alors nous y voilà, nous, devant nos feuilles, et toi à lire ces lignes. Et en rédigeant ces mots, nous avons voulu prendre le temps de refaire notre parcours commun. À vrai dire, cela ne faisait pas si longtemps que nos routes se sont croisées. Quelques années à peine et déjà l'impression d'avoir partagé plusieurs vies. Mais on a compris pourquoi. C'est comme ça que tu fonctionnes. Tu vis les choses plus vite et plus intensément que les autres. Les obstacles que tu peux croiser sur ton chemin, tu les transformes en tremplin. Tu sais en faire des opportunités. Autant de raisons qui ont aujourd'hui transformé tes anciens sujets d'études en collègues, puis en amis et en famille. Pas la famille de naissance, mais cette famille que l'on choisit. Cette famille qui fait que même si on n'a pas toujours la chance de se voir autant qu'on voudrait, ça nous rassure, ça nous guide et ça nous fait grandir. Ces personnes que l'on peut appeler à toute heure du jour, mais surtout de la nuit. Ces personnes enfin qui viennent chercher cette sincérité qui caractérise, qui nous amène surtout à nos meilleures disputes. Ce franc-parler, imprégné de sagesse, capable de nous aiguiller et de nous rappeler parfois à l'ordre. Vous êtes mignon, hein. Voilà, alors le hasard fait que ça s'enchaîne les deux d'un coup, mais c'était pas prévu comme ça. Voilà, donc dédication cette partie du podcast. On va te laisser respirer un petit peu. Tu vas moucher ? Ouais, je vais me moucher. Bon, oui, t'as Ça l'ordre. tombe bien qu'il soit là celui-là. Hein. Non, c'est bien ce sopalin qui est là à cet endroit-là. Je pense qu'on Sur ces bonnes on paroles. va conclure là-dessus. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir prêté ton appartement pour cette première saison de Dopamine.
J'espère que je t'avais vendu que ce serait le podcast, le meilleur podcast auquel tu participerais de ta vie. Tu nous feras un débrief en off, mais j'espère là, c'est le premier où j'ai pleuré. Oui, mais c'est pas forcément une gage de qualité. Au contraire. Mais en tout cas, vraiment, on était contents. On n'aurait jamais imaginé faire cette première saison. Tu as été la première personne à qui on a parlé. C'était qu'un carapuce quand on parlait déjà. Donc on est vraiment contents et d'avoir pu aussi accueillir un membre de l'ATSI sur cette saison-là. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci à toi. Merci. À la prochaine.